Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Sur le plateau de la rubrique Le Point de ce mardi 3 novembre, Pierre-Raymond Dumas. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette rubrique. C'est avec plaisir qu'on accueille l'auteur, le journaliste, l'ancien ministre de la Culture, Pierre-Raymond Dumas. Bonjour. Bonjour Wendell, et ça me fait plaisir. La première question que je voudrais bien vous poser, Pierre-Raymond Dumas, peut-on revenir sur les raisons qui vous ont poussé à avoir ou encore à écrire ce titre, La transition qui n'en finit pas? Savez-vous que ça va faire bientôt 30 ans depuis que cette transition a débuté? Oui, ça va faire 30 ans. Et si nous nous référons au départ de Jean-Claude de 86, 30 ans de processus démocratique heurté et 30 ans de crise. Pour répondre de manière précise à votre question, Wendell, je me rappelle bien que le titre m'est venu de Carlo Desinor. C'est Carlo Desinor qui m'avait suggéré le titre de Cette transition qui n'en finit pas. Et ça, je crois que le premier article a été publié en mars 1990. Je pense que Erta venait à peine d'accéder au pouvoir dans les conditions que l'on sait. Mais le premier article s'appelait justement La transition est mangeuse d'hommes. Et il y avait un petit peu d'Anthony Virginie Saint-Pierre là-dedans, parce que Anthony Virginie Saint-Pierre... Ça faisait 4 ans, 86, 90, 3-4 ans. Anthony Virginie Saint-Pierre avait un petit peu médité avec moi sur la nature dévastatrice, destructrice de la transition, à travers laquelle on va passer des pouvoirs, des hommes, des talents, des compétences. C'est comme on l'a constaté. Depuis 1986, nous avons eu une multitude de gouvernements provisoires, de gouvernements élus démocratiquement, de gouvernements faillis, de gouvernements porteurs de crise, etc. Et moi, je crois que nous sommes au cœur de cette transition. Et les événements que nous sommes en train de vivre, je parle des événements, ces élections législatives partielles, communales et présidentielles, ont un goût assez inquiétant. Inquiétant, ça veut dire un goût épicé, pour rester dans le vocabulaire culinaire, à savoir le dénouement. À l'oiseau de mauvais augure. Le dénouement, non, le dénouement, les résultats. Donc ça veut dire que après balle, tamboulot. Donc il ne suffit pas d'organiser des élections, que c'était les dernières, et les élections du 25 novembre, c'est ça? Octobre. 25 octobre. Certains pensent que ce sont des élections, comment dire, relax, où il y a très peu d'irrégularité par rapport aux autres élections. Mais ce qui, alors je vais très vite, Wendell, ce qui se dessine maintenant, c'est cette proportion de nos candidats, à la présidence en particulier, à devenir président à partir de la rue. Je me rappelle que j'avais écrit un article en 2010 dans le Nouvelliste qui s'appelle La rue. Qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Même après le vote, c'est sous pression de la rue que Préval a accès au pouvoir, que Aristide en 90 aussi, malgré qu'il y a eu un populisme, une popularité extraordinaire, Matéli en 2010-2011. Donc, à ce moment-là, il faut bien comprendre que si on organise des élections, mais en définitive, c'est la rue, avec ses casses, ses manifestations, ses pressions, qui déterminent les résultats. Moi, je pense que ce n'est pas la peine d'organiser des élections en Haïti. Donc, non, ça vous inspire un autre titre, Pierre-Raymond Dumas. Ce serait les urnes ou les rues. Bon, c'est ça, à peu près ça. Mais, Wendell, au-delà de cette constatation, il y a vraiment lieu de s'inquiéter pour l'avenir même de ce pays. Là, est-ce que vous parlez des dernières élections? Je parle ou bien de la situation globale du pays? De la situation globale du pays, mais aussi des leçons que nous devons tirer de ces 3 ou 4 dernières élections présidentielles. Est-ce qu'au moment d'avoir ce titre qui apparemment vous avait été conseillé par Carlo Desinor, est-ce que vous avez vu venir des troubles, des crises, des coups d'État, etc.?
Je me rappelle que l'ingénieur Alix Cinéas m'avait dit, au lendemain même de l'installation du gouvernement de transition du CNJ, il avait dit qu'on va avoir cette instabilité, on va avoir un processus démocratique très long, dépassant les 50 ans. 50 années. On en est à peu près de 30 ans. Donc, c'est-à-dire que là, disons 29 ans cette année. Cette année. Donc, il nous reste encore 21 ans. Parce que, ce qui nous arrive, c'est qu'il n'y a pas eu de méthode pour organiser ces élections. Il faut comprendre qu'après le départ de Jean-Claude Duvalier, qui a duré le temps que l'on sait, la classe politique haïtienne n'était pas préparée, elle était décapitée, elle était un peu divisée, etc. Oui, mais 30 ans après, il y a quelqu'un qui faisait allusion à un président, c'était Ferdinand Marcos, qui avait perdu le pouvoir le même jour que Jean-Claude Duvalier, qui avait été destitué. Et Ferdinand Marcos, oui. Mais on ne parle plus de ce pays. C'est la Philippines. Oui, Philippines. Non, à part les intempéries catastrophiques, les cyclones, il n'y a rien d'autre qui se passe aux Philippines. Sauf, je crois qu'ils ont une petite guérilla, entre guillemets, terroriste, qui de temps en temps fait des remous. Mais à part ça, ils ont plus ou moins bouclé le processus. Donc c'est ça, c'est le mot, boucler le processus démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que les institutions démocratiques, composantes politiques, soient totalement consolidées pour passer à la résolution des grands problèmes d'un pays comme le nôtre, qui sont des problèmes d'ordre économique. Maintenant, alors, je suis en train d'essayer, si vous voulez, de bien cerner ce que vous êtes en train de nous dire. Et là encore, cela m'inspire une autre question. Est-ce que, à votre avis, il est normal qu'après chaque élection, qu'après chaque proclamation de résultat d'élection en Haïti, les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça annonce la tempête? Les gens ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Est-ce normal, près de 30 ans après le départ de Jean-Claude Duvalier? Non, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, Wendell. C'est le signe, c'est la marque d'une instabilité viscérale, c'est l'expression d'une faillite collective, c'est que les institutions ne sont pas en place, entre autres le fameux Conseil électoral permanent. Donc il faut mettre cette institution en place. Le président Préval ne l'a pas fait, le président Aristide ne l'a pas fait, le président Martelly, dès son entrée, je me rappelle bien que j'étais ministre, dès son entrée, il a essayé, il a tenté de mettre en place cette institution. Mais on se rappelle bien des blocages auxquels il a dû faire face, le président Martelly. Donc il faut mettre en place des institutions représentatives, solides, etc. Donc, le Conseil électoral permanent a toute la latitude, toute la marge pour voir venir les événements, pour les anticiper. Parce qu'il a le Conseil électoral permanent, il a le temps avec lui. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on a d'incessants conseils électoraux provisoires qui sont la plupart du temps le fruit de combinaisons. Ou encore des conseils électoraux provisoires en permanence. Donc, qui sont le fruit de combinaisons d'accords mornés. Donc voilà, et l'une des explications qui nous permet de comprendre cette tension, cette angoisse qui nous accapare présentement à l'approche de la proclamation des résultats préliminaires des élections auxquelles nous venons de participer. Bon, je veux bien rappeler, Père Raymond Dumas, que vous étiez ministre sous la présidence de M. Martelly, justement à ses débuts. Et j'annonce aux auditeurs que j'aurai à vous poser quelques questions sur cet ouvrage-là à apparaître bientôt. C'est triste d'être ministre sous Martelly. Que c'est triste. Que c'est triste d'être ministre sous Martelly. Et quand ça sort de la bouche d'un ancien ministre, il faut croire que c'est de quoi il parle. Mais permettez que je revienne sur d'autres ouvrages. Par exemple, Une police dans la tourmente, de la culture haïtienne, diplomatie haïtienne, un grand chantier. Mais dites-nous, vous écrivez tous les jours, mais vous avez toujours en tête cette longue tradition qui n'en finit pas. Bon, pour le moment, cette chronique est en attente dans le nouveau livre, mais je crois que je vais certainement
et la reprendre peut-être l'année prochaine. Et parce que c'est une sorte de label, comme on le sait. C'est une trouvaille. Et ça dit tout. Est-ce que vous n'entrevoyez pas le bout du tunnel au moins, même si on vous a parlé de 50 ans de transition? Non, moi je suis de ceux qui pensent que dans ce pays, tant qu'on n'aura pas fait la paix avec nous, qu'on n'aura pas compris qu'il faut d'abord des institutions démocratiques, que la démocratie est une compétition, c'est comme dans un tournoi de foot, il y a des gagnants et des perdants, et en fin de compte, il y a un champion. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut que cette démocratie, ce processus démocratique soit aussi l'expression d'un certain progrès au niveau des classes les plus pauvres, les plus démunies, tant qu'on n'aura pas compris que le secteur privé aussi a un rôle fort à jouer dans cette pédagogie, c'est une pédagogie. Moi, je crois qu'on n'a pas compris que c'est un processus très lourd, très lent, très chaotique, mais il faut d'abord qu'il y ait des ressources humaines, des leaders, des chefs d'État, des dirigeants. Parce qu'on parle toujours des dirigeants, mais on parle rarement de l'opposition. Moi, je suis en train de faire des réflexions maintenant pour me dire que est-ce que l'opposition ne joue pas un rôle aussi et dans cette catastrophe, ces différentes oppositions, la manière de réagir, la manière de faire de l'opposition. Moi, je crois qu'il faut aussi réagir. Il ne faut pas seulement pénaliser, critiquer les gouvernements établis, élus ou de facto, mais il faut aussi comprendre qu'il y a eu aussi une sorte d'interaction négative. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas structurée? Par exemple, les partis politiques, moi je crois qu'il faut, lorsque je parle du Conseil électoral permanent, il faut penser aussi qu'il faut renforcer les partis politiques. Il faut par exemple revoir la loi électorale, il faut une bonne loi sur les partis politiques pour qu'on n'ait pas autant de partis, pas de partis, qu'on n'ait pas de bidons partis. Ce n'est pas seulement de loi sur le financement des partis. Donc, il faut un peu de tout. Donc il faudrait justement, comme l'on dit, il faudrait une transition et en bonne et due forme. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser le processus électoral présentement. Il faut que le nouveau gouvernement qui va accéder au pouvoir ait vraiment ce cahier de charge, comprenant avec beaucoup de perspicacité, que son rôle aussi est un rôle pédagogique. La façon d'agir, de travailler avec l'opposition, de travailler avec le secteur privé, de revitaliser les associations. Parce que la démocratie, c'est un tout. Il faut non seulement des partis politiques, mais il faut aussi une société civile, un secteur privé très, très fort, très proactif. Donc, c'est un vaste chantier. C'est ça. Vous avez parlé également, Pierre Raymond Dumas, d'échec ou encore de la faillite de tous. Est-ce que vous ne diriez pas, de préférence, l'échec des élites en Haïti? Oui, mais il ne suffit pas maintenant, tout le monde l'a constaté, mais il faut maintenant voir les perspectives, il faut penser aux alternatives, aux solutions. Se plaindre, se lamenter ne suffit pas, et même c'est même mauvais. Je me rappelle bien de l'ambassadeur Anne Sanderson qui, lors de son départ, disait « On a tout constaté, on a fait tous les diagnostics, maintenant il faut passer aux actes ». Moi, je me rappelle bien de cette grosse ambassadeur, je suppose, ça n'a rien de négatif. Je me rappelle, elle était perméable dans sa sobriété. Eh bien, elle dit, il faut passer, il est temps de passer aux actes. Moi, je crois qu'il est temps de passer aux actes. Il est temps de penser qu'il faut un peu de tout pour faire ce on est défini. Il est temps qu'on passe aux actes. Il est temps de passer aux actes. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des dirigeants aptes à comprendre la nature profonde, la nature chaotique même du processus, pour que l'on comprenne qu'il faut arriver à une meilleure lecture. Et de ce pays, il y a aussi le poids des générations, comme aurait dit Karl Marx, le poids des générations mortes. Mais ça, c'est la partie anthropologique, culturelle, ethnologique de ce pays. La culture aussi joue un rôle important aussi dans l'échec de ce processus. La culture, il faut tenir compte de la culture haïtienne aussi. Et on ne peut pas réformer ce pays. Parce que le problème de ce pays, c'est la réforme. Il faut réformer ce pays. Il faut une multiplicité de réformes. Joko Duvalier a dû faire face à cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu réformer le régime. Et Duvalier, le régime Macoute, c'est ce qui explique son départ. Donc, on est dans la même phase, on est encore en face des mêmes défis, la démocratisation, créer une économie aussi compétitive. Parce qu'il y a beaucoup de monopoles en Haïti. Donc, il n'y a pas que la politique qui fait
blocage, il y a aussi l'économie haïtienne, qui est une économie qui est contrôlée par une petite minorité. Journaliste de votre État, observateur, avisé, je dirais, si vous acceptez que j'utilise ces épithètes pour vous qualifier, vous avez observé les élections. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, puisque ce sont des informations qui traînent un peu partout, qui circulent comme une traînée de poudre un peu partout, Pierre-Raymond Dumas. Aujourd'hui, quand vous entendez qu'aucun des candidats n'accepte d'être perdant et que tous se déclarent vainqueurs de ces élections, qu'est-ce que ça vous dit aussi? Bon, ça me fait ni chaud ni froid. Et ça me fait pas rire. Non, c'est-à-dire que c'est normal. Non, c'est pas normal. Moi, je ne suis pas de ceux qui pactisent avec la bêtise et l'idiotie. Je ne tolère pas la médiocrité. Et je suis pour la paix, mais il faut bien que l'on se comprenne. De toute façon, il va y avoir un champion. Mais chacun présente un pourcentage de résultats obtenus. Ils sont à peu près, je crois, 4 ou 5 candidats à la présidence qui est en violation même de la loi électorale. Est-ce que ça fait partie du schéma de manipulation? Non, oui, c'est la manipulation. Mais ça explique un petit peu, et comme je le disais tantôt, la fébrilité, la légèreté de ce processus. L'échec de ce processus démocratique et qui nous a foutu tant de merde, tant de crises, tant de conflits. Et puis, il faut comprendre que un candidat à la présidence qui n'aurait pas intérêt à dire qu'il n'a pas gagné. Mais comme je dis, sur 54 candidats, il y a à peu près 4 ou 6 qui se comportent de cette manière, de cette façon. Mais la loi électorale est claire, elle interdit toutes les manifestations de rue, tous les tapages, toutes les manipulations, etc., etc. Elle est claire, la loi électorale. Maintenant, ce qui ne l'est pas, c'est l'impossibilité aussi de l'appliquer. Vous avez une force de police qui est faible, vous avez un pouvoir sortant qui est contesté, décrié par l'opposition, vous avez aussi une opposition qui est discréditée. Donc ce mélange explosif d'impropriété, d'impureté, si on prend une expression ésotérique, fait que nous sommes en face d'une crise sans précédent, comme en 2010. Et cette crise traduit aussi l'immaturité, l'impréparation, la légèreté, l'idiotie qui caractérise ce pays. Alors j'emploie l'idiotie, c'est un mot que mon collègue Wilson Lalo admire, et je crois que c'est un mot qui caractérise bien le caractère démoniaque, encore c'est une description que Wilson Lalo aime employer, de ce pays, le caractère démoniaque de cet environnement politique qui nous asphyxie. Mais il faut bien que les autres secteurs prennent leurs responsabilités, et le secteur privé, les associations de la société civile, et même ce qu'il nous reste de crédible au niveau des partis politiques, pour que l'on comprenne que, et là où nous sommes maintenant, nous sommes au bord du précipice. Et donc on peut avoir du tapage, on peut avoir une explosion, mais penser qu'on peut continuer à accéder au pouvoir grâce aux pressions de la rue, alors là, vraiment, il faut vraiment dire non. Il faut dire non. Alors, Pierre-Raymond Dumas, je l'ai dit au cours de l'interview, il va falloir que l'on parle un petit peu de votre prochain ouvrage, que c'est triste d'être ministre sous Martelly. Alors, non, mais on va en parler tout de suite après la pause. Et permettez que l'on respire un petit peu et que l'on prenne soin également des affaires. Donc, on va en parler après. Alors, aux auditeurs, j'annonce la parution de cet ouvrage titré « Que c'est triste d'être ministre sous Michel Martelly ». Pierre-Raymond Dumas va nous en parler dans un instant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sur le plateau, aujourd'hui, l'auteur, journaliste, ancien ministre, Pierre-Raymond Dumas. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Pierre-Raymond Dumas être avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Alors, le titre est... Fait tiquer.
fait tiquer et fait rire aussi, quoi qu'il soit triste. Que c'est triste d'être ministre sous Martelly. Et puis, je peux voir aussi votre photo et celle de l'ancien Premier ministre Gary Conille. Est-ce que j'ai bien vu En couverture. En couverture. Il faut des... Ne vous en faites pas. Oui, alors, les téléspectateurs peuvent le voir aussi, que c'est triste d'être ministre sous Martelly avec vous, en couverture, Gary Conille et vous, ministre de la Culture d'alors. C'est ça. D'abord, c'était triste aussi pour vous? Moi, j'ai pris cette expérience pour ce qu'elle a été, une courte expérience d'abord, parce que, autant vous le rappelez, je crois avoir été installé le 12 décembre 2011, et je suis reparti le 16 mai 2012 en passant, comment dire, Maillette au ministre, enfin, Mario Dupuis et Adi Sangadi, parce que lors de mon départ, le président Martelly a scindé le ministère de la Culture et de la Communication en deux. Et M. Conille a donné sa démission le 24 février 2012, donc on a pris tout un beau bout de temps. Non, moi je suis devenu ministre par un hasard, je dirais, heureux. Parce que vous n'étiez pas un militant politique? Je n'ai jamais été intéressé par ce genre d'activité, de champ, d'action. Est-ce que j'y ai pris goût? Je n'en sais rien. Mais ce que je dois dire, Wendell, c'est que cette tristesse transpirait sur le regard de Gary Conille, du Premier ministre Gary Conille, qui était l'objet même dès son entrée en fonction d'un véritable complot venant même de l'entourage du président Martelly et d'autres secteurs. Il a assumé cette série d'attaques, de calomnies, de blocages avec un certain stoïcisme. Mais vraiment, Gary Conille, à mon sens, et c'était l'expression même de cette tristesse qui caractérisait le premier gouvernement de Michel Martelly. Mais à première vue, les gens peuvent se dire « Ah, et Pierre-Raymond Dumas va nous parler de ses déboires en tant que ministre. » Ce n'est pas le cas. Je suis un homme... Alors, si je dois faire un peu de publicité, je dirais il faut aller lire le livre, il faut acheter le livre. C'est ce que j'aurais pu répondre à mon ami Wendell. Oui. Comme ça, non. C'est un livre qui correspond bien à un genre. C'est un genre qui a des recettes. Les recettes, c'est quoi? C'est à peu près, grosso modo, disons que vous avez un casting de 100 personnages, vous avez à peu près 100 acteurs, ministres, directeurs généraux, présidents, premiers ministres, ambassadeurs, etc., que vous avez rencontré, que M. Dumas a rencontré lors de son passage, de son coup passage au ministère de la Culture. Et bien maintenant, tu parles de tout ce monde-là. Je parle. Et puis maintenant, tu as peut-être 20 de ce peloton de tête, tu as peut-être 20 qui ont été pour vous, pour le ministre Dumas, des gens remarquables, positifs. Et puis il y a au moins les 80% restants sont l'objet, comment dire, de critiques, de constats dévastateurs de certains genres. Donc il n'y a pas que du bon et du positif dans ce livre. Il y a aussi, évidemment, je relate les 2 ou 3 événements auxquels j'ai participé, le carnaval de Caille, le 12 janvier, mais je fais aussi... Mais pourquoi vous avez dit sous Martelly? Parce qu'on pourrait dire que c'est triste d'être ministre en Haïti. Voilà. Tout simplement. Moi, je pense qu'il fallait in situ, il fallait vraiment donner un repère au livre pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et certains ministres, ceux qui sont peut-être restés jusqu'à présent, ne peuvent pas dire qu'ils ont été tristes, malgré qu'ils ont eu beaucoup de démêlés, beaucoup de souffrances. Certains qui ont été ministres sous Préval ou sous Aristide, il fallait le dire. Donc il fallait situer l'affaire. Il fallait dire sous Martelly. Voilà. Vous n'avez pas été... on ne vous a pas demandé de quitter le poste, ou bien ce n'était pas par BBM que vous avez appris? Non, il y a eu un changement de gouvernement. Le gouvernement Conille a donné sa démission. Le Premier ministre Conille a donné sa démission. Et après quelques tractations, il y a eu M. Lamotte. Donc M. Lamotte, faisant face à une autre conjoncture, à d'autres pressions, à d'autres contraintes, a fait appel à d'autres individualités. N'oubliez pas que moi-même aussi, j'étais aussi issu du groupe GPR, groupe 16. Sorte de groupe parlementaire.
Et donc, ces gens-là, je crois que par l'entremise de M. Levallois-Lugène, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas entrer dans le nouveau gouvernement, le gouvernement de Laurent Lamotte. Donc, ça vous aviez le support de ce groupe-là C'est ce groupe-là qui m'avait désigné comme ministre. Moi, je vais vous dire quelque chose de manière très franche, et je pense que c'est important de le souligner, mais je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas d'avoir été ministre, et je ne regrette pas aussi de n'avoir pas été reconduit. Oui, je pense que ça vous a donné certaines... vous avez repris votre liberté. N'imaginez pas à quel point que je suis libre de ma pensée, de mes réflexions, de mes mouvements. Et puis ensuite, du 16 mai 2012 à nos jours, on a vu et on a vu. Est-ce que vous avez dit que c'était pas facile pour vous non plus? Non, moi je pense qu'il faut peut-être en direct donner un petit conseil à tous ceux qui aspirent à devenir ministres en Haïti. Et je sais combien ils sont nombreux. Et tous ceux-là qui ont des partis politiques bidons, qui ont des partis politiques et traditionnels décadents, tous ceux-là qui ont tendance à faire d'autres partis, ben, il faut le dire, il faut d'abord, non seulement avoir un fort soutien parlementaire, mais il faut aussi avoir l'appui du président de la République. Pour être ministre en Haïti? Pour être un bon ministre. Même si le Premier ministre viendrait de l'opposition? Vous pouvez être l'objet d'une tractation, d'une combinaison, d'un accord. Donc à ce moment-là, le Premier ministre peut aussi, vous absorber. Mais dans le cas de Gaye Koni, en ce qui me concerne, moi je crois que nous avons eu de très bons rapports. Gaye Koni était quelqu'un de chic, de bien. Et c'était un Premier ministre sobre. Moi je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et je n'ai aucun remords d'avoir travaillé sous le leadership du Premier ministre Gaye Koni. Vous vous apprêtiez justement à prodiguer quelques conseils à ceux qui aspirent à devenir ministre à l'avenir. Je ne vais pas tout dire, hein, quand même. Je sais. Non, mais un peu de mais c'est essentiel. Non, mais un peu de mots. Il faut d'abord la bienveillance, l'amitié du président de la République. Il faut certainement avoir le soutien de groupes parlementaires assez puissants. Pour être ministre. Parce que dès que vous êtes nommé ministre, si l'on se réfère de façon pointue à la nature même du régime et politique haïtien, c'est que dès que vous êtes ministre et comment dire ça, validé par le Parlement, vous devenez un bébé, un enfant qui dépend directement du Parlement. Oui. À n'importe quel moment. Oui, voilà. Mais à quoi sert maintenant cette amitié parce que justement, de la présidence? Le ministre est un fusible, le ministre est étiré sur deux niveaux. Donc il y a d'un côté le président de la République, de l'autre côté il y a le Parlement. Au milieu, il y a le Premier ministre. Donc maintenant, je ne pense pas que si vous avez les compétences qu'il faut, vous avez la gentillesse qu'il faut, vous avez la capacité qu'il faut, vous avez la vision qu'il faut, l'expérience qu'il faut, je ne vois pas comment un ministre n'aura pas de bon rapport avec son Premier ministre. Donc maintenant, ça c'est la première chose. Ça, c'est une affaire conclue. Maintenant, les deux autres affaires, c'est la présidence et le Parlement. Est-ce que ce n'est pas dans le cas où l'on s'improvise candidat, par exemple, à la présidence, sans un programme, on met sur pied rapidement un parti politique sans fondement, sans base, sans rien du tout, et puis par je ne sais quel accident ou quel malheur pour le pays, on devient président. Et à ce moment-là, c'est sur recommandation, sur conseil qu'on met sur pied une équipe gouvernementale avec des gens peut-être qu'on ne connaît pas du tout ou qui ont été tout simplement recommandés. Absolument, Andel. C'est la question la plus fondamentale, substantielle, à laquelle je dois répondre. Effectivement, cette instabilité caractérisée, parce que génétique, qui caractérise le processus de démocratisation en Haïti, justement, cette instabilité a beaucoup à voir avec ce que vous venez de mentionner, à savoir... Un beau petit bonheur, je me réveille, je m'improvise candidat. L'existence de partis politiques forts, structurés, représentatifs. Peut-être pas fort, peut-être... mais il y en a qui sont structurés quand même. Représentatifs, non, mais sans ancrage populaire, sans assise et démocratique. Parce qu'il n'y a pas que le parti en lui-même, mais il faut voir aussi le mode de fonctionnement du parti. Donc je pense qu'effectivement, et c'est un constat à faire. Et vous avez quoi? Par exemple, vous prenez Maurice Jean-Charles, vous prenez le président Martelly. Ces deux
les deux, le président Mateli à Jovenel Moïse et le candidat Moïse Jean-Charles, c'est lui-même. Donc maintenant, si vous vous appuyez bien, vous allez bien comprendre. Ces deux vis-à-vis ont des structures politiques récentes. Récentes. Oui, mais il n'est pas... Moïse Jean-Charles a créé son truc là, Petit Dessalines, ça il n'y a pas un an. Moins qu'un an. Le président Mateli, comme on l'avait dit, c'est un apprenti homme politique. Il n'est pas du sérail. Il a eu peut-être un passé fait, comment dire, d'engagement à caractère social. Mais c'est là. Bon, vous avez cité les deux, mais... Maintenant, non. Et quand vous venez juste c'est à peu près la même chose. La paix a été fondée peut-être quelques mois après son échec en 2011 aux élections. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Maryse Narcisse qui a effectivement, qui a parti Famille Lavalas, qui est un parti politique qui est ce qu'il est, qui est un parti qui a été, comment dire, rogné, laminé, divisé et qui, au fil des ans, a suscité, a créé d'autres on peut dire ça, sous-partis, donc des particules. Non, ça paraît aussi pour unité, pour l'espoir, vérité. Donc maintenant, c'est justement pour vérité. Donc on en est là. Donc il faut se pencher sur cette question pour avoir des résultats dans 20 ans, dans 30 ans. Moi, je suis quelqu'un qui voit le temps long, la longue durée. Donc ça veut dire que ce dont nous parlons fait référence à la relève. Donc il revient aux jeunes de construire ce pays. Mais vous avez dit qu'on a encore pour les années. Non, si on a... Pour 20 ans encore. Si ces 30 dernières... N'oubliez pas que nous partons du principe que ces 30 dernières années sont des 30 années de gâchis. Perdu. D'échecs, perdus. Donc maintenant, il faut donc... Voilà. Avec des opportunités ratées. Donc, voilà. Donc, parce que ce que nous n'avons pas mentionné, ce que nous n'avons pas fait comme exercice au cours de cet entretien, c'est de comparer les autres transitions réussies. Par exemple, si nous prenons la transition en Espagne, après la mort de Franco, nous prenons la manière dont a procédé le président Balaguer en République dominicaine. Donc, pour ne prendre que ces deux cas, j'ai même laissé tomber les Philippines. On peut prendre maintenant tout récemment le Chili, avec Pinochet. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le processus, pour que ça marche, il faut que ce soit, pour répéter l'expression de John Kirkpatrick, l'ancien secrétaire d'État américain, qui parlait de démocratie autoritaire. Il faut dire que la réussite de certaines transitions provient de façon frontale, organique, du régime en place lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'un bras de fer, ce régime, il procède aux réformes de façon graduelle, ordonnée. Parce que dans son cahier de charge, ce régime autoritaire, il sait qu'il doit déboucher sur le multipartisme, sur le pluralisme, sur une économie compétitive. Donc voilà. Donc est-ce qu'on peut réussir une transition démocratique alors qu'on est dans l'anarchie, dans l'instabilité, dans l'impreparation? Voilà, donc il ne faut pas se faire. Est-ce que ça c'est le tableau en Haïti à votre avis? C'est évident. On a eu le général Nanfi, les militaires qui étaient une armée duvaliérisée, marcoutisée, donc aussi impréparée que l'opposition démocratique. Donc c'est la calamité du siècle. Vous avez eu les nouveaux gouvernants, les militaires qui n'étaient pas des démocrates dans l'âme, et vous avez une opposition, en grande partie venant de l'exil, qui, elle aussi, était une sorte de ramassis de gauche, de droite extrême, de populistes. Donc, tout ce cocktail ne pouvait nous donner que ce que nous avons présentement, un grand gâchis. Maintenant, comment, le problème étant identifié, adressé aussi, comment le résoudre? Oh, c'est une bonne question. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut attaquer les problèmes de ce pays avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'esprit positif. Il faut d'abord commencer par se dire que nous sommes tous des Haïtiens, que la seule façon de réussir, c'est d'utiliser des voies pacifiques. Donc les voies pacifiques, c'est le dialogue, la concertation. Il faut des gouvernants, des dirigeants, des opposants. Il faut un secteur privé, il faut des organisations socio-professionnelles conscients
de l'impératif patriotique, à savoir que nous avons un seul pays, que nous sommes là, nous allons passer, nous allons mourir, mais ce qui ne va pas mourir, ce qui ne doit pas mourir, c'est Haïti. Donc nous allons faire un consensus sur Haïti. Donc il faudrait peut-être procéder par des pactes. Par exemple, la démarche de l'Instimaniga et sur l'éducation, c'est dans cette voie qu'il faut aller. Il faut que nous nous regroupons, nous nous rassemblons, nous nous rapprochons à travers des thèmes communs qui puissent écarter les clivages, apaiser les tensions, voir que tout le monde doit avoir le droit de vivre dans ce pays. Là, c'est quand vous vous adressez, c'est quand vous vous adressez à Monsieur Tout le Monde, justement. Non, je ne m'adresse pas à Monsieur Tout le Monde, je m'adresse, ce sont les méthodes, les méthodes qu'il faut utiliser pour réussir, les recettes. D'accord, à tous les secteurs. Mais les gens qui sont sectaires, les gens qui excluent les autres, ne peuvent pas se dire des démocrates. Ok, maintenant, de ces élections, inévitablement, sortira un vainqueur. Maintenant, comment le prochain président, ou bien que devrait faire le prochain président pour modifier la tendance, pour offrir aux petits-fils encore, aux petits Haïtiens, un autre pays? S'il doit commencer par aujourd'hui à jeter la base ou les bases d'une démocratie solide, il devait passer par quoi? Ou encore, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Wendell, c'est comment dire, le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement, il aurait à faire face comment dire ça, au même panorama auquel a dû faire face le président Matéli en 2011. D'abord, il y a une grosse contrainte, un truc assez lamentable, assez inquiétant, un défi de taille, c'est l'amendement de la Constitution. Et vous ne pouvez pas aller très loin avec la Constitution telle qu'elle est. Donc il faut réformer cette Constitution. Mais, donc voilà, ça me donne raison encore. Donc cette méthode de gouverner, il faut une méthode de gouverner, il faut une pédagogie. Donc c'est quoi? C'est l'accord, c'est le dialogue, c'est le consensus. Donc il faut un consensus national sur la nécessité d'amender cette Constitution, de l'épurer. Par exemple, dès l'année prochaine, il va y avoir des élections pour le troisième tiers du Sénat. C'est la même situation à laquelle le président Matéli n'a pas pu faire face. Je suis ministre en 2012. En 2012, l'équipe Lambert, Yuri, c'est ça, Yuri, Lambert, tout ce monde-là devait partir. Et M. Vilozil. Donc on n'a jamais eu des élections sénatoriales. Donc dès 2016, l'équipe Carlos Lebon, sénateur Benoît, etc., et tout ce monde-là doit partir. Pour qu'on ait un autre tiers. Un autre tiers en janvier 2017. C'est quoi cette affaire? Donc, cette multiplicité, cette fréquence ahurissante d'élections explique un petit peu les problèmes auxquels on doit faire face. Donc il y a un tas de trucs. Donc on ne peut pas. Donc c'est-à-dire le prochain président. Ça va être encore un gouvernement, ça devait être un gouvernement de transition. Le prochain président. Oui, de transition. Et vous l'expliquez comment? Non, c'est parce que pour. Est-ce que seul un gouvernement de transition a la légitimité nécessaire ou encore la capacité, si vous préférez? Je veux dire, élu, oui, vous soutenez cette affaire qu'il faut un gouvernement de transition? Non, il faut s'accrocher au processus électoral pour arriver à un gouvernement de transition, un gouvernement élu. Transition, c'est quoi? C'est parce que ce gouvernement aurait à passer tout son temps, justement, à traiter cas par cas certains problèmes, dont l'amendement constitutionnel, pour mettre fin à ce qu'on appelle cette fameuse histoire de fréquence des élections. Par exemple, la question d'une nouvelle force de police aussi, pas d'une nouvelle force de police, d'une nouvelle force armée. La police nationale telle qu'elle est, comme je l'ai fait mention dans mon livre, n'est pas capable à elle toute seule, après le départ de la ministre, de maintenir l'ordre de ce pays. La police ne pourra pas y arriver. Quel que soit l'effectif? Écoutez, justement, voilà, bon, je ne vais pas importuner les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Métropole, de Métropole, sur cette question. Donc, il y a eu un grand débat. L'effectif, l'accroissement de l'effectif de la police nationale n'est pas un gage d'efficacité. C'est une affaire très technique, je ne vais pas m'initier là-dedans, etc. On va finir et vous pouvez partager avec nous, je ne vais pas parler de pronostics, mais vos attentes par rapport aux dernières élections, Pierre Mondjima? Non, je partage la même inquiétude et je pense qu'elle est commune, qu'elle est propre à l'ensemble de la population. C'est à savoir que malheureusement, nous ne sommes pas encore capables de comprendre que des élections, c'est une affaire de qui
on parle de qui perd-gagne, c'est une affaire de perdant et de gagnant. Donc tout le monde ne va pas gagner, tout le monde ne peut pas gagner. Mais c'est après qu'il faut voir les choses. Moi, j'ai toujours dit que cette affaire de politique peut se résumer en 3 temps. Il y a d'abord la période, pas même la période de la campagne électorale, je dis tout de suite la période de marche à la présidence, d'accession à la présidence. Donc vous avez une équipe, vous avez un programme, vous avez des ressources et vous avez les énergies qu'il faut, vous accédez au pouvoir. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la période de gestion du pouvoir, la période d'exercice du pouvoir, qui est une autre phase, qui est totalement différente de la première phase. Et parfois même, et pour réussir la phase de l'exercice du pouvoir, il faut d'autres principes, d'autres méthodes, d'autres ressources. C'est-à-dire que ceux-là même qui ont participé avec vous pour vous permettre d'accéder au pouvoir, ceux-là même, parfois, vous n'avez pas les utiliser pour exercer le pouvoir. Et évidemment, il y a la troisième phase, à mon sens, c'est la phase, entre guillemets, terminale, c'est la phase de passation de pouvoir, passation pacifique, pas des élections. Vous avez été élu, donc vous devez laisser le pouvoir, pas à travers des élections. Donc, cette phase-là, c'est une phase de transition, c'est une phase angoissante. Une phase faite de coups bas, de malentendus. Vous avez l'équipe qui exerce le pouvoir avec vous. Parfois, ces gens-là laissent le bateau, comme on dit. Parfois, il faut d'autres personnalités pour avoir la perspicacité. Passe à l'opposition aussi. Il passe à l'opposition. C'est-à-dire que ces 3 phases-là sont des phases à peu près mécomprises, méconnues, mal digérées par nos dirigeants et par nos opposants. Donc, alors, avant de vraiment terminer, il faudrait peut-être que je mette l'accent sur les 3 livres et que je vais publier. Il n'y a pas que c'est triste d'être ministre. Oui, il y a de la culture haïtienne. Non, ces livres ont déjà été publiés. Il y a le livre, il y a d'abord le livre Retour sur les communications en Haïti, qui est une sorte de vadémécum, de round-up sur l'évolution des communications en Haïti au cours de ces 30, 40, 60 dernières années. Donc je parle ici là de journalistes, je parle aussi de télévision, de radio. Donc je parle de vous, entre autres. Donc votre nom est mentionné dans ce livre. Ah bon? Et il y a l'autre livre, maintenant, c'est un livre sur les dernières élections. Les dernières élections, pour moi, c'est les élections, comment dire ça? Oui, l'élection présidentielle de 2010-2011. Donc là, c'est ça. Donc là, nous avons Salut l'artiste. Et là encore, vous avez un personnage central, c'est le président Matéli. Et vous avez ces 2 compétiteurs, Jules Célestin et Milan Hippolyte Manigat. Là, ça, je vais essayer de publier ce livre. Ce Salut l'artiste. Salut l'artiste. C'est une expression toute faite. Oui, je sais, mais vient de qui? De Mme Manigat ou de non, c'est le titre. C'est le titre. C'est Chronique d'une campagne électorale inattendue 2010-2011. Donc ce livre-là, il peut nous permettre de mieux comprendre la situation actuelle. Et finalement, que c'est triste d'être ministre, ce Martelly. Donc, apparaît aussi bientôt. Ça apparaît d'ici dans 15 jours, dans moins de 15 jours. C'est déjà sous presse. Et disponible en librairie. En librairie. Donc, je passerai certainement par Anaïs Chabnet, Communication Plus. Merci infiniment, Pierre-Raymond Dumas. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique. Dieu seul sait si ce n'est pas pour la première fois que vous participez à cette émission. Non, vous m'avez invité lorsque j'étais ministre. Au contraire, je me plains. Et je vous remercie de manière vive de m'avoir invité. Il faut le faire le plus vite et le plus souvent. Eh bien oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas d'ailleurs, surtout si vous avez des choses à partager avec notre public. Donc peut-être que lors de l'apparition des trois prochains ouvrages, et peut-être que vous pourrez m'inviter et nous parlerons. Vous avez d'autres cordes à votre arc. On pourra aussi vous appeler pour commenter l'actualité pour nous, comme on l'a fait ce matin. Encore une fois, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Et je rappelle en passant que l'invitation vous a été lancée très tard hier. Et vous avez répondu promptement. Merci au nom du public de Métropole. N'oubliez pas que je suis de la presse, donc je sais comment vous fonctionnez. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le journaliste, l'auteur, l'ancien ministre de la Culture, Pierre-Raymond Dumas. Merci de votre hospitalité, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.